Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Salut à tous et bienvenue dans la région de Limoges où nous sommes à la nouvelle concession Triumph inaugurée par Nicolas il y a quelques mois. On va parler de sa passion pour les sports moto, de son appétence pour la préparation avec notamment une Speed Twin préparée aux petits oignons. On aura l'occasion de parler de son podcast Les pneus dans le plat, de rencontrer ses amis de motoprivé.com et enfin de tester cette Speed Triple 1200 RS. Allez, venez avec nous, c'est parti. Eh bien, nous voici à l'intérieur de cette magnifique concession Triumph. Merci de nous accueillir, Nicolas. Merci à vous de venir, c'est un vrai honneur de vous recevoir dans notre concession. Merci. On est bien, on est du côté de Limoges. On est en périphérie de Limoges, c'est ça? On est en zone nord de Limoges, voilà, c'est tout au bord de l'autoroute, donc on est facilement visible et accessible. Et voilà, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ça en concession dans notre showroom. Donc c'est une concession qui a à peine un an, hein, c'est ça? Même pas, on a ouvert en janvier cette année, on est tout neuf dans le réseau Triumph, on est bébé Triumph, mais c'est vraiment un honneur de faire partie de ce réseau et de représenter cette marque qui est incroyable, qui est historiquement incroyable, et on va en parler avec les produits qui vont bien et tout ça. Donc, Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de représenter la marque, je crois que tu es avec Stéphane, qui est le directeur commercial, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Bonjour. Bonjour Stéphane. Donc ça fait combien de temps que tu es dans l'univers Triumph? Alors, dans l'univers Triumph, ça fait très longtemps, mais professionnellement, ça fait 4 mois et demi, puisque c'est la date d'ouverture de notre concession. D'accord. Donc ton job ici, c'est de vendre les motos? Entre autres, oui. Donc Nicolas, ça fait très peu de temps que tu es chez Triumph. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette marque? Qu'est-ce qui fait que tu as tendu vers cette marque? Parce que je crois qu'à la base, tu travaillais pour une marque américaine. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un gros passif dans la moto je bosse dans la moto depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Donc je connais très bien, voilà, je suis un professionnel de moto depuis longtemps, mais c'est vrai que j'ai toujours regardé cette marque par passion et par plaisir. Je roule moi personnellement sur un 675 Daytona sur piste depuis plusieurs années. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette marque qui est chargée d'histoire, qui est chargée de plein de beaux produits iconiques. Et c'est vrai que dès que l'opportunité a pu se présenter de représenter la marque dans ma ville, j'ai foncé à 100% et je regrette rien parce que c'est encore plus agréable d'être dans la marque, de la vivre de l'intérieur, c'est un honneur. Ouais, justement, tu parles de la Daytona, je crois que tu aimes beaucoup le sport moto. Ouais, j'aime bien le sport moto, je pratique le sport moto depuis que je suis tout gamin. Voilà, mon papa, avec qui j'ai travaillé sur une autre aventure professionnelle, m'a mis sur une moto à 4 ans et demi, donc forcément motocross, dans notre région, l'enduro, c'est le paradis. On part de la concession, on a des chemins tout de suite et on peut aller rouler toute la journée dans des chemins. Et puis sport moto par le circuit après, un peu de circuit, voilà, toujours en amateur, hein, je suis un bon poireau et je suis fier de l'être. On l'est tous, il n'y a pas de... Et puis là récemment, maintenant on s'est un peu branché sur le flat track, ouais. Parce que c'est une discipline qui monte et que j'aime beaucoup. Donc voilà, on monte un peu des motos de flat et puis on s'oriente aussi là-dedans pour s'amuser, pour le fun. Alors justement, l'univers Triumph maintenant est de plus en plus large. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette concession? Quelle taille elle fait? Est-ce qu'il y a un atelier? Est-ce qu'il y a de l'occasion? Est-ce qu'il y a que du neuf? Alors, il y a de tout, bien sûr. Cette concession, elle fait à peu près 300 mètres carrés. Il y a un peu plus de 100 mètres carrés d'atelier, donc aux nouvelles normes, un atelier pointu. Et puis surtout, ce qui est important dans une concession, c'est pas tant les murs et l'intérieur, c'est surtout l'équipe qui est dedans. Donc là, c'est très important pour nous d'avoir 2 très bons mécanos à disposition pour s'occuper de ces motos-là. On a un très bon chef d'atelier, donc ça, c'est peut-être plus important même d'avoir 300 mètres carrés. Mais en plus, le cas est présentement. Le fait est que la concession est très jolie, est bien finie et fait plaisir apparemment aux visiteurs. Justement, la clientèle Triumph, elle est assez large. Elle vient de quel coin de la région? Elle vient de plus loin? Alors, on a une clientèle propre au Limousin, déjà. Bien sûr à Limoges si on concentre encore plus, mais on va assez loin effectivement. Si on parlait commercialement, on dirait une zone de chalandise assez grande, parce qu'on est un peu dans
un désert rural au centre de la France et effectivement, on draine assez loin nos clients. Et quel est le type de clientèle? C'est quoi qui se vend le plus chez vous en fait? Alors c'est très compliqué de te répondre parce qu'en fait, la gamme étant très large en modèle, en style de moto, en fait on draine plein de gens, de clients. Et en fait, même des fois, je m'amuse à dire, n'importe quel motard qui rentre, qui pousse la porte de la concession, quel que soit son style de moto, il peut ressortir avec une moto de chez nous. On a des sportives, on a des roadsters, on a des trails, on a des modernes classiques. Enfin, on a vraiment beaucoup de... Oui, il y a toutes bonnes. Voilà, toute bonne ville. Très, très drôle. Donc, oui, on voit qu'il y a une gamme néo-rétro qui est quand même assez importante, avec notamment la nouvelle Speed Twin qui vient de sortir, la 1200. Oui. Donc, vous avez quand même une gamme néo-rétro qui est imposante. On a du trail, on a de la sportive. Donc je vois que tu es passionné de Speed Triple. Il y en a une de la meilleure couleur qui n'ait jamais existé chez Triumph. Je vois que tu es connaisseur, c'est bien. Apparemment, tu es un grand aficionados, comme tu disais. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion de tester la dernière, la 1200 RS, et l'essai, c'est maintenant. Salut à tous et bienvenue dans cet univers typiquement anglais pour accueillir le roadster de caractère d'Hinckley. J'ai nommé la Speed Triple 1200 RS. Alors la Speed Triple, c'est un mythe, c'est une machine qui est assez ancienne dans la gamme Triumph et qui depuis 2005 est passée en 1050 sous cette forme avec un monobras, une sorte de cadre treillis et un fameux 3 cylindres qui cette année passe de 150 à 180 chevaux. Alors il a beau faire 30 chevaux de plus, ce 3 cylindres en ligne, il n'est pas forcément explosif. Il est très facile à gérer, il est assez coupleux et offre une très bonne allonge, une allonge beaucoup plus impressionnante qu'auparavant. Alors ce qui est intéressant, c'est que même s'il conserve le même look que le précédent moteur, tout a été entièrement revu et corrigé, tant au niveau des composants que l'électronique, puisqu'on a dorénavant un 1200, un 1160 pour être plus exact. Et outre cette nouvelle configuration moteur, on a une centrale inertienne à multiples canaux qui permet de gérer intégralement la puissance délivrée à la poignée pour le pilote. Tous ces réglages qui permettent d'agir sur l'accélérateur électronique, sur le traction control, sur l'anti-wheeling et sur l'anti-dribbling. Et tout cela est réglable via les commodos, directement sur l'écran TFT. On a donc 5 cartographies qui permettent d'avoir le comportement idéal de la machine en fonction des conditions et des envies du pilote. Et aussi la possibilité de déconnecter l'anti-wheeling tout en conservant le contrôle de traction. Et c'est un petit plus que peu de roadsters sportifs proposent à l'heure actuelle. Alors ce qui est aussi très sympa sur cette nouvelle Speed Triple, c'est la position de pilotage. On est très bien sur les commandes, un tout petit peu sur l'avant parce qu'on a quand même un roadster sportif, donc avec un guidon légèrement large et un cintre assez plat, avec à noter l'absence de clé, car dorénavant tout est électronique jusqu'à la serrure du réservoir. Donc on est plutôt bien, dès les premiers tours de roue c'est assez facile. Il faut savoir que les anciennes Speed Triple avaient un peu un comportement de camion avec un cadre un tout petit peu trop large. Là on peut bien enserrer le réservoir entre ses cuisses et on a l'impression d'avoir un gabarit de 600 voire de 700 au maximum. Clairement ce Roadster 1200 fait la part belle à la légèreté. D'ailleurs, il perd quelques kilos au passage et aussi à l'ergonomie puisqu'on est très bien installé, les pieds légèrement en arrière. On a vraiment un roadster sportif mais qu'on peut utiliser au quotidien sans forcer. On a une suspension Öhlins à l'avant comme à l'arrière, entièrement réglable, ultra ferme, ultra réactive. Alors c'est un tout petit peu dur parce qu'on est un tout petit peu positionné droit sur le cadre. On a tendance à prendre un tout petit peu les chocs de temps en temps, mais ça réagit très bien. On a un freinage très puissant, facile à gérer, signé Stylema de chez Brembo. Alors en complément, on a quand même un niveau de finition qui est assez excellent avec un shifter up and down d'origine, avec un régulateur de vitesse. Alors je ne vous cache pas que faire de la route c'est un tout petit peu plus compliqué parce que la consommation est un tout petit peu plus élevée que la moyenne et surtout on n'a aucune protection. La tête de fourche qui a beau être magnifique ne protège pas du tout le pilote et ça il faut quand même l'intégrer avant d'en faire l'acquisition. Triumph réussit le pari de perpétuer la flamme de la Speed Triple avec un tarif dans la moyenne du marché, puisque proposée à partir de 17 000 €, la Speed Triple 1200 RS est plutôt bien placée par rapport à la concurrence.
Alors voilà l'essai au milieu des canards. Quel est votre ressenti, vous, sur cette machine, parce que vous l'avez essayé tous les deux? Moi j'ai eu un énorme coup de cœur sur la moto. Elle m'a impressionné parce que je pensais pas qu'on pouvait faire une moto aussi puissante avec un châssis aussi facile. Ouais. J'ai l'impression de rouler sur un street triple, mais avec 180 chevaux, c'est incroyable. Le son, tout ça, enfin voilà, la moto est vraiment bien aboutie. Et puis il y a ce côté connectivité que moi j'apprécie. J'aime bien pouvoir connecter mon téléphone et là sur l'écran tout est faisable. On peut gérer sa GoPro, on peut mettre un peu de musique, on peut mettre le GPS sur l'écran qui est hyper agréable à regarder et qui est bien dessiné. Donc non, bravo Triumph, la moto est incroyable. Donc c'est possible que mon 675 Daito soit à vendre pour passer là-dessus pour faire de la piste avec. Ouais, peut-être mettre une petite paire de bracelets et tout, d'avoir un jouet un peu décalé sur circuit, histoire d'aller chasser un peu le chrono au Vision, ça peut être cool. Et toi Stéphane, tu l'as essayé aussi? Je l'ai essayé aussi, j'ai un peu le même avis que Nicolas, donc ça va être un peu redondant, mais moi j'ai l'impression que le 1200 Speed Triple RS, c'est un speed triple 1050 qui a grossi bien sûr en cylindrée, en puissance, etc. et qui a croisé dans le chemin un street trip, pardon. Ouais. Et du coup, la moto effectivement se comporte plus facilement à la façon d'une 765 et avec l'avantage de la cylindrée et de la puissance. Donc une moto très facile à conduire. Hyper maniable, elle est très accessible. D'ailleurs, vous disiez qu'il faut mettre un peu en garde les clients. Ouais, je pensais pas à mettre entre toutes les mains. C'est une moto qui permet d'aller très très vite et qui permet justement de pousser toujours un petit peu les limites. Et voilà, il y a un moment où forcément les limites extrêmes arrivent. Mais moi, ce que j'apprécie sur cette moto, c'est qu'elle est utilisable sur route par rapport à ses concurrentes, qui sont extraordinaires aussi, mais qui sont très explosives. Le Speed Triple, si vous voulez la prendre pour rouler avec vos copains et faire juste une balade à la cool, elle va se comporter bien, elle va être agréable, elle va pas être trop pousse au crime en permanence. Donc il y a cette polyvalence dans cet extrême qui est incroyable sur ça. D'ailleurs, elle est tellement extrême que ça manque un peu de protection, je trouve. Ouais, on en prend, mais ça, on en prend plein la gueule, c'est ce qu'on dit. Mais ça fait partie du plaisir du roadster, quoi. Donc, ça fait partie. Pour ça, il vaut mieux être bien équipé. Hein, et j'ai envie de dire que au sein de la concession, tu as des personnes qui te permettent d'avoir un équipement complémentaire, je crois. Tu as accueilli. Ouais, je soutiens un ami qui a lancé un projet qui est passionnant, qui est une autre façon de faire du commerce dans la moto, qui est sur Internet. Ça s'appelle motoprivé.com. Et donc, moi, je suis pas dans l'opérationnel parce qu'avec mes concessions, j'ai pas le temps, mais je le soutiens comme je peux. Donc, on l'accueille à la concession. Il a un local spécifique. Et ben, ça tombe bien parce que nous, on est allé les rencontrer. Motoprivé.com, c'est tout de suite. Toc toc toc, il y a quelqu'un? Yes. Je me demandais où vous étiez, moi je pensais trouver une boutique. Salut Johan, bienvenue. Ouais, on check, hein, parce que c'est la nouvelle loi. Salut. Bienvenue dans les locaux de motoprivé.com. Bah écoutez, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis étonné de me retrouver au milieu d'un bureau de hacker et pas dans une petite boutique comme on pensait. Ouais, effectivement, notre outil de travail, nous, c'est les ordi. Ouais, on est un peu exotique, je dirais, on travaille différemment. Ouais. Puisqu'on est un site internet et on a besoin donc pour notre activité de bosser sur ordi. Ouais. Alors justement, c'est quoi le concept de Motoprivé ? Alors du coup le concept c'est un site internet à la base, donc un site internet qui est dédié à la vente privée d'accessoires moto et motards. Ouais. Donc sur le site il y a deux onglets, il y a l'onglet vente privée où on va retrouver tout ce qui est déstockage fournisseurs, des fins de série ou autre, puis il y a une partie magasin, c'est là où on va retrouver un petit peu plus on va dire les nouvelles collections ou autres qui viennent de sortir. Mais le cœur du métier je veux dire c'est les ventes privées qu'on anime tous les trois. C'est né il y a combien de temps cette société ? Écoute on va fêter notre deuxième année notre anniversaire là dans une semaine. Dans une semaine, ouais. Comment ça t'est venu cette idée de... Ouais, c'est une idée c'est un mélange, je dirais, de plusieurs choses, mais je viens pas de la moto à la base. Hein, donc, par contre, je suis un passionné de moto depuis ma tendre enfance. J'ai grandi dans les courses de mobilette à l'époque, dans la fin des années 80. C'était en noir et blanc à l'époque, ouais. Ouais, c'était pas en noir et blanc, mais c'était dans les années où je suivais mon oncle en fait sur les courses qui roulait en 51 CF à l'époque. Et donc c'est lui qui m'a filé la passion de la moto. Et puis en fait je suis arrivé dans un moment de ma vie où je dirais il y a eu l'idée en fait de créer une entreprise. Et motoprivé.com en fait est né de plusieurs choses, mais en gros c'est l'observation d'un marché,
J'étais aussi prof dans une école de commerce et en étudiant le modèle économique de la vente privée, voilà, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire sans doute, de mélanger passion et ce concept. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée. Et il est né sur un circuit parce qu'en fait, je fais du circuit, je suis passionné de circuit. Et l'idée est née en roulant en fait, tout simplement. Voilà. Des idées, tu en as plein parce que je crois que vous avez imaginé une sorte de pop-up store, c'est ça? Ouais, ben pareil en fait. Là oui, juste là. Je te propose de visiter. Ah bah avec plaisir, ouais. Allez. Allez, tu vois, je vais te montrer ça. Ah d'accord, donc vous faites de tout en fait. Il y a Alors, des casques, des chaussures. Ouais, l'idée, si tu veux, ici, c'est de reprendre exactement le concept qu'on a sur Internet. On va faire différemment, encore une fois. C'est de faire de la vente événementielle, mais physique, comme un pop-up store, tu l'as dit tout à l'heure. C'est d'ouvrir donc en fait et de proposer les bons plans qu'on rentre, un peu, les lots de déstockage qu'on rentre, à nos clients qui sont autour de chez nous, avant de le mettre sur le site internet. Donc les gens vont pouvoir venir essayer les habits. Je vois qu'il y a des blousons par exemple. C'est toujours on est toujours un petit peu tenté de prendre une taille au-dessus pour être sûr, et en fait après on est un peu déçu. Oui. Donc là on peut essayer directement les blousons. Oui, absolument. Ouais, tu peux venir essayer. Tu peux surtout aussi utiliser tous nos conseils parce qu'on est quand même là aussi. Ah d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a du conseil aussi. On est là aussi pour conseiller nos clients. Ouais. Donc là, on travaille comme un magasin physique, hein, mais la petite différence, c'est juste le côté éphémère. D'accord. Ouais. Donc là, je vois les casques. Vous faites quoi comme marque Casques, on travaille beaucoup avec Bell, avec Arai, bien sûr, avec Icon, avec Shark. On travaille avec à peu près toutes les marques qui existent sur le marché de la moto. Fun Dutch, c'est de retour. Non, alors là, on a une petite particularité, c'est que dans notre concept aussi, on propose du prêt-à-porter à partir du moment où ça touche le motard, je dirais. Pour nous, ça place. Tout ce qui est lifestyle, tout ce qui va avec. Quoi. Exactement. Ouais. Et je vois que vous faites aussi autre chose que l'équipement du motard. Exact, on fait les produits d'entretien, de l'huile. Là, en entretien, on a par exemple toute la gamme Muc-Off. Ça, c'est une marque qu'on voit très peu et pourtant, c'est une marque qui est très engagée dans l'environnement. C'est très écolo, ils font des produits biodégradables, ils sont engagés dans les forêts. Et nous, c'est quand même un truc qui nous botte, qui nous plaît. On explique bien ça aux clients parce que ça sort de l'ordinaire. Et c'est quand même quelque chose auquel on tient aussi, même si on est motard et qu'on fait des sports mécaniques. Quoi. Ouais, c'est peu connu, peu connu et c'est super chouette. Nous, c'est des produits qu'on utilise. D'où l'habillage tout en bois, en fait. Top. Vous êtes écolo, en fait, ici. Ouais. On aime bien ça, effectivement, recyclage, tout ça. La compétition aussi, apparemment. Ouais, c'est l'ADN de Moto Privé, c'est l'origine de Moto Privé. Donc, on vit cette passion et ce projet d'entreprise, je dirais, aussi par le circuit, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous fait vibrer. Ouais. Cette moto, elle est engagée sur une course? Ouais, on s'engage sur le championnat. On fait un trophée de Ligue Nouvelle-Aquitaine qui attaque cette semaine. Donc ce week-end, on sera à Navarra en Espagne. Bah écoutez, bravo les gars. Encore une fois française, une belle initiative française et ça fait plaisir. L'avenir, c'est quoi? C'est l'étranger? Vous êtes Alors l'étranger, on y est déjà en fait parce qu'on vend aujourd'hui Belgique, Suisse, Espagne, Italie. Pas beaucoup, hein, bien sûr. Faut être conscient par rapport à ça. C'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est d'être présent sur la France et d'être le site reconnu en France de bons plans pour les motards. Voilà, c'est le premier objectif. On va l'atteindre et ensuite on verra pour voir plus grand. Bah bravo les gars, belle initiative. Merci. Merci pour l'accueil. Ouais, c'est sympa. Merci d'être venu. Moi je continue. C'est parti pour les tops et les flops. Alors, parmi les tops, en tant que Français, on peut le dire, on a quand même beaucoup de chance et on est très gâtés par les pilotes en MotoGP cette année. Ouais, on en est fiers même. C'est vrai que chaque dimanche, c'est un plaisir de se mettre devant la télé et puis de voir les exploits de Fabio et Johan. C'est top. Moi qui suis fan de compétition moto, c'est un plaisir incroyable de les voir faire ça. Et ça anime le championnat. Et aujourd'hui, d'avoir deux Français en tête du championnat, depuis que je suis ça, je n'osais même pas imaginer voir ça un jour. Donc c'est absolument génial. Ouais. Et aussi en Moto 2, notre présence avec le moteur Triumph qui est super. On est obligé d'en parler, forcément. Tu m'en parlais tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, c'est une publicité pour nous réelle. Et en fait, même les pilotes de GP2 ont trouvé la différence par rapport au moteur qu'ils utilisaient avant. Ils ont vraiment apprécié le 3 cylindres, donc c'est bon signe pour ceux qui l'utilisent sur route. C'est vraiment un moteur très adapté à beaucoup de situations. Les résultats sont au rendez-vous, je crois. Ouais. Et puis les chronos ne font que descendre tous les week-ends. Ils battent les records de chrono et de vitesse grâce au moteur Triumph. Donc il n'y a pas meilleure preuve que de la capacité d'engineering de Triumph. C'est formidable. Alors justement, on est chez Triumph. Parmi les tops, j'ai quand même noté la sortie de la 1200, la nouvelle Speed Twin. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors la Speed Twin est déjà un succès commercial assez important. Ouais. On en a manqué, tellement elle s'est bien vendue. C'est une moto qui est dans la famille, on va dire, moderne classique. Ouais, et dans les modernes classiques, il y a peut-être 2 familles dedans. Il y a celles qui sont plutôt proches des modèles des années 70 en appartenance esthétique, et celle qui se rapproche des années 80, celle-ci en fait partie. Donc c'est un gros roadster de 1200 cm3 qui fait 100 chevaux. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant, qui a une partie cycle très agile. Il est rigide quand même, donc c'est un beau pari. Il freine très très bien, il est bien équipé. L'ancien modèle était déjà presque parfait, donc je pense que là on atteint le summum du. On a un excellent vendeur, parce que je crois que tu l'as pas encore essayé, ça là. Il est bon. Non mais le Speed, je le connais bien, je roule souvent avec. Et l'évolution est finalement assez classique. La moto n'est pas révolutionnée. Il y a une fourche inversée, une très bonne fourche inversée. Les freins changent, c'est pour ça que je parlais de freinage. Le freinage était déjà très bon, avec du M50 en Brembo. Et les amortisseurs changent aussi. Et la forme des pots et la couleur. Les pots étaient noirs. C'est ce qui fait vraiment la force de Triumph, c'est de faire des néo-rétro qui sont performantes. Tout à fait. Alors c'est ce qui a fait aussi que les Triumph étaient très préparés auparavant, parce que les modèles néo-rétro, l'ancienne Bonneville, il fallait vraiment changer la partie cycle, etc. pour que ce soit un peu plus, avoir un comportement dynamique un peu plus intéressant, la puissance aussi. Mais dorénavant, on a tout en fait. C'est tout à fait ça. En fait, on a la joie d'avoir l'esthétique d'une moto classique, et on a la joie et le plaisir surtout d'avoir une moto moderne. Et avec des sensations qui se partagent entre les deux. C'est-à-dire qu'on est sur un gros bicylindre avec du couple, mais on a quand même des performances, et un 1200 Speed Twin est tout à fait capable d'aller dans une virée avec les copains qui ont des hyper sportives et de ne pas être ridicule du tout. Et Nicolas, toi tu parlais de pilotage, j'ai encore un top, alors ça c'est très original, aux éditions ETAI, on a un livre sur le pilotage. En gros, tu ouvres le bouquin, tu vas ressortir, tu seras un pilote. Non, je plaisante, c'est un peu des notions de base. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce genre de... C'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a des bases de dynamique d'une moto en mouvement que les gens n'ont pas forcément, qu'on leur apprend pas forcément au permis de construire, de conduire. De construire. Tu es peut-être en train de construire une 3e concession, non? Donc ouais, non, c'est très bien, c'est une super idée de la part de TAI, parce qu'il y a des bases de dynamique dans le mouvement sur une moto qu'on n'apprend pas forcément au permis de conduire. Donc d'avoir ces notions de transfert de masse, de charge, de centre de gravité et de force centrifuge avec les roues, tout ça c'est forcément bénéfique. Et moi, tout ce que j'ai pu apprendre en faisant du sport moto, forcément ça se répercute sur la route, et on roule plus en sécurité et on se fait encore plus plaisir, donc c'est très bien. Ouais. Alors maintenant, il y a les flops. Les flops, on ne peut pas y couper. Parmi les flops, donc en bon parisien, j'ai quand même envie de parler du stationnement payant qui va bientôt arriver, on pense, sur Paris et région parisienne, mais c'est un truc qui va se développer en France, notamment dans les grandes villes. Alors Limoges, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une honte, c'est la solution pour la mobilité urbaine, c'est le 2 roues, sauf qu'on est dans un pays qui n'a jamais poussé l'utilisation de roues pour ce genre de choses, et c'est dommage parce qu'on offre une capacité de mouvement dans une ville qui pourrait décongestionner beaucoup de villes, et taper sur le motard aussi facilement sur sa moto qui est garée sur le trottoir, c'est facile et c'est petit, mais bon, on a un peu l'habitude malheureusement. J'ai un flop un petit peu plus triste, c'est le décès du jeune Jason Dupasquier. Je ne sais pas si vous le connaissiez, ça évoque pas mal de choses au niveau de la sécurité. Est-ce que vous pensez quand même que la sécurité a énormément augmenté en compétition? Ouais, je pense que la grosse évolution qu'on a vu dernièrement, il y a très longtemps le casque intégral, et pour moi la nouvelle révolution c'est les airbags dans les combinaisons, ce qu'on peut mettre aussi en tenue de route. Maintenant on a des gilets airbags qui existent et qu'on conseille à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens sont prêts à mettre 800 balles dans une paire d'échappements, et quand on leur propose un airbag à 400 balles ils trouvent ça trop cher. C'est dommage, tout ce qui est élément de sécurité en plus c'est indispensable. Le décès de ce jeune pilote qui était vraiment un pilote prometteur et qui allait
certainement exploser dans le milieu, eh ben ça nous rappelle à l'ordre. Même si en MotoGP, tout ça, il y a beaucoup moins d'accidents grâce aux airbags, on voit moins de clavicules, d'os cassés, tout ça. On a les combinaisons qui s'ouvrent toutes seules maintenant. Ouais, on a vu sur un GP, en effet, il y a les ventilations pour Fabio automatique. Mais non, c'est malheureusement, ça nous rappelle à l'ordre qu'on a une passion qui est dangereuse et qu'il faut être vigilant. Et encore plus sur route, soyez prudents parce que c'est la bonne balade, c'est quand on rentre à la maison, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ben on va passer à quelque chose d'un peu plus positif. Hein. On a des motards qui nous ont posé des questions sur la marque et sur les modèles. Et je pense que vous êtes les plus à même à leur répondre. Donc les 3 questions A, c'est tout de suite. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir s'il est possible d'installer une bulle sur un Trident 660. Parce qu'à partir d'une certaine vitesse, ce ne serait pas inintéressant. Merci. Ah oui, c'est une question très intéressante. C'est pourquoi il n'y a pas de bulle sur une Trident? Oui, très bonne question. C'est sûr qu'on a une clientèle très large sur cette moto, dont des gens qui voudraient l'utiliser un peu plus sur des longs trajets. Ouais. Pour le moment, au catalogue, on a juste une petite bulle plastique qui est plus esthétique que protectrice. Mais vu le succès de la moto, on ne doute pas que Triumph développera peut-être des accessoires adaptés. Et l'aftermarket viendra forcément sur cette moto, vu les volumes qu'on est en train de faire qui sont incroyables sur cette moto. On les vend très très bien. On est sur combien à peu près? Vous avez des idées de chiffres? Nous, on en avait 17 dans notre allocation. La première allocation, on a vendu les 17 en un mois. Donc on court après les motos maintenant. Donc c'est un bon problème, hein. On aime bien avoir ce problème-là. Ouais. Donc voilà. Et puis peut-être que Triumph, on ne sait pas, peut-être que c'est un premier jet avec ce moteur. Peut-être qu'à l'avenir, ils feront un modèle un peu plus polyvalent. Enfin voilà, c'est possible. Voilà. Très bien, on a une deuxième question pour vous. Bonjour, je pars encore cet été avec ma femme sur une Tiger 1200. J'ai le top case et les valises qui seront remplies. Je voulais savoir à combien au maximum je pouvais gonfler mes pneus. Merci. Alors oui, ça c'est intéressant pour les gens qui vont partir en vacances. Oui, tout à fait. Alors, normalement, il y a des pressions recommandées par le constructeur et il est bien de s'y référer. Donc, pour la Tiger, c'est 2,2 à l'avant en solo et 2,7 à l'arrière. Et en duo chargé, le constructeur préconise 100 grammes seulement de plus, c'est 2,3 à l'avant et donc toujours 2,7 à l'arrière. Alors après, il est vrai qu'on voit, nous, des gens qui roulent chargés, etc. Certains adoptent encore 100 grammes de plus, mais ce n'est pas les recommandations. Donc on voit effectivement du 2,4, 2,9. Voilà ce qu'on voit. Il y a quand même une grosse marge. Ouais, mais moi je pense qu'il faut rester fidèle aux préconisations du fabricant. Et d'ailleurs les fabricants de pneus suivent les recommandations du constructeur, ou même peut-être l'inverse. Donc voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin de surcharger, surtout si vous partez en Corse et que vous allez faire de longues distances. Vos pneus vont chauffer, ils vont être surgonflés déjà à peu près naturellement. Donc c'est peut-être, à mon sens, pas forcément nécessaire de surgonfler. Ouais, que ce soit la marque ou le manufacturier, ils font beaucoup de tests pour nous donner ces préconisations. Voilà, ils roulent beaucoup avec les motos dans toutes les conditions. Donc je pense que les préconisations constructeurs, il faut falsifier, il ne faut pas trop s'amuser à jouer à surgonfler, se gonfler. Voilà, c'est vrai que je les ai déjà vus en Corse avec maman derrière et les bagages. Ouais, c'est vrai, ils font beaucoup de tests. Alors justement, il y a des clients qui surgonflent leur pneumatique. Qu'est-ce que ça peut entraîner? C'est une pression trop importante? Ça peut entraîner un éclatement. Ouais. Et surtout, ça va entraîner une usure démesurée de l'arête du centre du pneu, quoi, en fait, je pense. Hein. D'accord. Donc voilà. Et le sous-gonflage aussi, et c'est pour ça qu'il faut vérifier son gonflage. Et nous, je sais qu'on a souvent des gens qui viennent à l'atelier, qui nous disent j'ai un problème avec ma moto, c'est peut-être la fourche, c'est peut-être les amortisseurs, blablabla. Et finalement, on commence par la pression, il y a 1,2 kg dans chaque pneu, et la moto va très bien. Donc les pneus, si j'ai un conseil à donner, vérifiez vos pneus chaque fois que vous partez en balade. Il faut avoir un petit manomètre, ça vaut pas très cher. Et puis vérifier sa pression et respecter les réglages, les préconisations. En moyenne, c'est une moto sur 10 qui passe à l'atelier qui a les bonnes pressions de pneus. Ah oui, d'accord. C'est incroyable. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu contraignant à faire quand on sort la moto pour la balade. Est-ce que c'est pas lié au fait que maintenant la pression c'est payant, alors qu'avant c'était toujours gratuit? Ouais, bien sûr. Après c'est vrai qu'un petit compresseur à la maison, si on a un garage, ça vaut le coup de pouvoir le faire à la maison tranquillement avant de partir, comme ça on est tranquille. On le sait tous, hein, le contact du pneu sur la route, des 2 pneus cumulés, ça représente une carte de crédit. Il n'y a que ça qui nous permet d'être stable et de grip, donc c'est absolument indispensable de vérifier sa pression régulièrement. On est prévenu, et maintenant tout de suite une 3e question. Bonjour. Désolé, je mets les pieds dans le plat, mais j'ai l'impression que les bons mécaniciens deviennent une denrée rare. Et pas que chez Triumph, c'est général. Avez-vous une explication? Oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un vrai phénomène. Ouais, c'est un vrai phénomène qui malheureusement touche notre milieu et tous les professionnels de la moto sont confrontés à ce souci. Un bon mécano aujourd'hui est dur à trouver.
Le métier a beaucoup changé, donc c'est vrai que les gens qui étaient dans la mécanique il y a 20-30 ans ont dû suivre des évolutions technologiques avec l'arrivée des injections, avec les compteurs très compliqués, l'électronique, les anti-wheeling et tout ça. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils passent beaucoup plus de temps sur les ordinateurs que sur les outils même. C'est vrai que nous, on a des mains de mécano maintenant. On peut vers la mécanique. Et puis on a un souci de formation. C'est malheureusement un métier qui n'est pas assez valorisé, qui dans certains endroits n'est pas assez rémunéré. Mais c'est un beau métier. Moi, je l'ai un petit peu pratiqué parce que dans mes 17 ans de carrière dans la moto, j'ai fait un peu d'atelier. C'est vrai que c'est le métier le plus difficile dans une concession. C'est usant, même psychologiquement, on est responsable de ce qui se passe, on ne sert pas les freins. Tout à fait. Le client part, il peut y avoir un dramatique accident à cause de ce qu'on fait avec ses mains. Le vendeur, il se rate sur sa facture, voilà, on perd 500 €, on se rattrape, c'est pas très grave, c'est des bravo erreurs Stéphane, qui sont... bravo. mais voilà, c'est vrai que le mécano a une grosse responsabilité. Donc à nous les professionnels de continuer à prendre des apprentis, de continuer à former les jeunes, et puis de valoriser au mieux ce métier, que ce soit en rémunération, en valorisation même, de dire un gars c'est bien ce que tu fais, bravo, ça leur fait du bien. Donc et puis de rendre les ateliers, c'est un peu comme les cuisines. Dans les restos, les cuisines, avant on les cachait, aujourd'hui on met des vitres et on voit ce que fait le cuisinier. Nous à la concession c'est pareil, la porte de l'atelier est toujours ouverte, on veut que les gens ils puissent voir qu'ils travaillent dans des belles conditions, qu'on a des beaux outillages. C'est un beau et parallèle. ça valorise leur travail aussi et ça leur fait du bien et ça fait monter le métier en compétences. Alors justement les ateliers qui s'ouvrent un petit peu, on connaît ça dans le modèle de la préparation. Et je crois qu'ici vous êtes un peu féru de préparation, vous avez participé au challenge Speed Twin. On s'est lancé pour se lancer dans le réseau Triomphe. Ils nous ont proposé de participer au Speed Twin Project. Donc le principe c'est simple, on prend une Speed Twin et puis on fait ce qu'on veut avec. C'est tous les concessionnaires Triomphe, c'est ça? Tout le monde était invité, font le concours ceux qui ont envie. Il y a une quinzaine de motos je crois dans le concours cette année, ce qui est pas mal, ça fait déjà pas mal de propositions esthétiques. Et c'est sympa de voir que l'hiver on a tous bossé sur nos motos dans notre coin, et puis quand tout sort on voit les préparations des autres, et il y a un gros niveau chez Triomphe en préparation parce que la marque a cette culture et les concessions sont fortes là-dedans, et nous on s'est lancé dans le flat track comme je disais tout à l'heure. Alors justement, elle est là la machine, elle est là. Tu m'as raconté que tu t'étais inspiré du flat track et notamment d'un pilote en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi le flat track m'attire depuis longtemps parce que pour moi c'est la course moto par excellence. C'est du spectacle, c'est un ovale, le public voit toute la course, le côté fun, pas de frein avant, tout en glisse. Enfin voilà, c'est le spectacle, le show à l'américaine comme j'aime bien. Et du coup on est allé voir une course organisée par le Vintage Racing Spirit, c'est une association qui organise des roulages en France qui sont top, c'est des mecs top, faut aller les voir, ils font un boulot formidable pour le flat en France. L'ambiance est super cool, moi j'avais l'impression, je n'ai jamais connu, mais j'avais l'impression de rentrer dans un paddock des années 80 où tous les pilotes se parlent, où le public peut voir les motos, parler à tout le monde. C'est très convivial. Ouais, très convivial, donc genre rien que ça donne envie de s'impliquer. Et puis à cette journée-là, j'ai rencontré Christophe Canitro, qui est un pilote de Toulouse, qui a une magnifique Triumph TR6 de 67 préparée flat track. Et c'est un peu quand tu vois ta femme pour la première fois que tu vas marcher au ralenti là. Sa moto c'était pareil, je la voyais rouler comme ça sur l'anneau en glisse. Alors je sais pas si ta femme va apprécier le parallèle, mais et c'était génial de voir cette moto se tirer la bourre. Qu'est-ce qu'elle t'inspirait cette machine? Pourquoi elle t'a autant marqué? La couleur, le bruit, les proportions, elle est super propre. Et puis c'est vrai que lui dessus a un beau style de pilotage, donc ouais, ça m'a plu, ouais. Et donc du coup j'avais envie un peu de rendre hommage au boulot de Christophe. Et clairement voilà, on a fait une copie de la déco de sa moto. On a fait un petit roulage il n'y a pas longtemps avec lui à l'Aréole, une belle piste de flat. Et donc on avait les deux motos, la sienne de 67 et puis la nôtre de 2020. Laquelle marchait le mieux? La sienne marche bien, et puis moi je découvre la discipline, donc j'y vais piano pour le moment. C'est une discipline très, très technique, il faut y aller prudemment. Et puis surtout avec un gros 1200, c'est pas forcément l'idéal pour débuter. C'est un peu lourd, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Mais ça rend le truc rigolo, ça rend le truc très très fun. Et du coup, vous avez fait quoi sur la machine pour qu'elle soit aussi proche de la TR6? On est obligé de passer en jante à 19. Donc on a mis 2 jantes Excel en 19 qu'on a fait faire sur mesure. Après changer le réservoir, c'est là où on a eu beaucoup de boulot, parce qu'en fait le réservoir qu'on voit sur notre moto c'est un faux réservoir. À l'intérieur on a caché le compteur, tout ce qui est électronique et le contacteur à clé. Et en fait à l'atelier ils nous ont fabriqué un réservoir qui est sous la selle, qui est caché dans le berceau. D'accord. Le but est de baisser un peu le centre de gravité et puis d'avoir un réservoir qui est là quand même. Un réservoir en aluminium, bien caché. Ouais, bien caché. Une petite contenance j'imselle. Ouais, il fait 4 litres et demi, donc c'est pas beaucoup, mais bon pour des sessions de 8 tours sur ça permet d'alléger la machine déjà. Ouais, ça allège la machine. Et puis après c'est une selle type flat track bien plate pour pouvoir bouger sur la moto.
un guidon flat et puis au niveau du frein avant on s'embête pas trop, hein, on démonte tout. Non, on répète qu'il n'y a pas de frein avant sur le flat track. Ouais. C'est ce qui fait un peu le charme de la chose. Ouais, on se ralentit en glissant et donc ça apporte beaucoup de choses à l'apprentissage du pilotage. Et après c'est ce qui se dit, une fois qu'on est bon en flat track, on peut être bon un peu partout parce qu'une fois qu'on sait faire ça. C'est vrai que les 3/4 des pilotes de GP font du flat track. Ça vient de là en Europe, hein, c'est vrai qu'on voit c'est Marquez qui a initié ça, qui s'entraîne en flat track depuis longtemps. Il continue d'ailleurs en ce moment. Beaucoup dans les graviers. Dans les bacs à gravier, il perd les deux roues dans les graviers. Il est bien. Mais ouais, c'est techniquement pour quelqu'un qui fait un peu de pilotage moto, c'est passionnant, ouais, c'est passionnant, c'est dur, mais c'est passionnant. Eh ben, c'est super la compétition, mais il faut surtout être bien équipé. Et qui dit bien équipé dit un bon casque. Et ben, c'est tout de suite le tuto casque avec Shoei. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un élément important de votre casque, les ventilations. Ce sont ces pièces qui vous permettent d'apporter de l'air frais à l'intérieur de votre casque. Voyons maintenant les différentes ventilations qui composent votre casque Shoei. Nous avons tout d'abord la ventilation basse qui va vous permettre d'apporter de l'air frais le long de votre écran pour éviter l'apparition de la buée. Nous avons ensuite les ventilations frontales ou supérieures qui vous permettent d'apporter de l'air frais sur tout le haut de votre tête via des canaux de ventilation directement intégrés au polystyrène. Et nous avons ensuite l'extraction de l'air chaud qui se situe à l'arrière de votre casque, souvent sous la forme d'un spoiler qui fera office de stabilisateur et d'extracteur d'air. Si vous avez besoin de changer une des ventilations de votre casque, sachez que la plupart de ces pièces sont fixées de l'extérieur. Vous pouvez donc les commander via votre revendeur ou sur le site www.shoei-myshop.com. Alors voyons comment se présente un sachet de ventilation Shoei. Vous avez donc la pièce, ici en plusieurs parties avec la base de ventilation, le volet, les vis de fixation. Et sachez que chaque ventilation est livrée avec un manuel de remplacement sur lequel vous sera expliqué chaque étape à l'aide de petits schémas. Alors comment sont fixées ces ventilations? Eh bien chez Shoei, il y a deux manières principales. La première fixée à l'adhésif et la deuxième vissée à la coque. Voyons d'abord comment remplacer une ventilation qui est fixée à l'adhésif. Nous allons prendre l'exemple de ce Xpirit 3 sur lequel toutes les ventilations sont fixées à l'adhésif et nous allons remplacer le spoiler arrière. Alors pour décoller la ventilation d'origine, nous allons prendre une pièce assez fine que l'on va insérer entre la ventilation et la coque. Le but est de décoller une extrémité de la pièce, comme ceci, et ensuite, tout doucement, nous allons décoller l'intégralité du spoiler. Ne vous inquiétez surtout pas pour la surface de peinture, l'adhésif est spécialement conçu pour ne pas l'endommager. Il faudra maintenant nettoyer la surface de la coque et enlever tous les résidus d'adhésif. Et pour cela, nous avons une petite astuce. Au lieu de tirer l'adhésif dans le sens du collage, nous allons l'étirer dans le sens inverse, ce qui vous permettra de l'enlever sans problème. Et pour finir, nous allons nettoyer la coque à l'essence F. C'est un produit qui n'est absolument pas corrosif pour la peinture et qui permet de retrouver l'adhérence pour la nouvelle pièce. La nouvelle pièce est déjà pourvue d'adhésif. Il suffira donc d'enlever le film de protection. Nous allons maintenant positionner la pièce en fonction de la forme de la coque, qui est prévue spécialement pour accueillir le spoiler. Il ne restera plus qu'à appuyer à chaque endroit où il y avait de l'adhésif. Voyons maintenant la deuxième possibilité, une ventilation qui est vissée à la coque. Alors la plupart du temps, les vis sont invisibles car elles sont sous le volet de ventilation. Pour accéder à ces vis, il faudra donc enlever le volet. Chez Shoei, tous les volets se retirent à peu près de la même manière. Vous avez une position entièrement fermée, une autre entièrement ouverte et une position intermédiaire. On va donc placer le volet au milieu et on va pouvoir le dégrafer. Nous avons maintenant accès aux vis qui maintiennent la base sur la coque. Et nous allons utiliser un tournevis Phillips de taille 0. Nous allons donc retirer les 3 vis de fixation, ce qui nous permet désormais de retirer la base de ventilation. Pour remonter la nouvelle ventilation, nous allons procéder en sens inverse, en positionnant premièrement la base de ventilation, que nous allons visser à la coque.
Il faudra ensuite lubrifier la base de ventilation à l'aide de l'huile silicone qui vous est fournie avec votre casque. Et nous allons enfin repositionner le volet en position intermédiaire. Et nous allons appuyer sur la pièce jusqu'à ce qu'elle puisse bouger. Attention toutefois, certaines ventilations basses sont fixées de l'intérieur et nécessitent le retour au SAV. Et voilà, vous savez tout sur le remplacement des ventilations de votre casque Shoei. Pour toute recherche de pièces ou d'accessoires, rendez-vous sur le www.shoei-myshop.com. Je vous souhaite une bonne route en Shoei et vous dis à très bientôt. Eh ben, je vois que la concession est quand même très bien travaillée, vous êtes très fort en com, mais je crois qu'au niveau du 2.0, vous êtes aussi très très fort sur les réseaux. Ouais, on a lancé un podcast qui s'appelle Les pneus dans le plat et qui cartonne. Donc, vidéo. Un podcast vidéo qui est filmé, qui passe sur YouTube. Ouais. Et ben justement, on va voir ce que ça donne. Les pneus dans le plat, le podcast vidéo de la concession. Bon, bienvenue tout le monde dans Les pneus dans le plat, épisode numéro 3. Les clubs que nous on connaît très bien, mais il y a eu des clubs Triomphe. C'était énormément de petits shops qui ont été faits sur des bases de tronc. Ouais. Bah, le film L'équipe est sauvage est un bon reflet de ça. Quoi. C'est les rebelles de l'époque roulaient en triomphe, plus qu'en Harley. Ouais. Et alors toujours dans la logique du rapport entre les États-Unis et l'Angleterre et les motos, il y a eu pendant des années, jusque dans les années 80, il y a eu, je sais pas qu'on appelait ça, un derby. C'est-à-dire que les pilotes américains venaient en Angleterre disputer quelques épreuves et par retour les pilotes anglais allaient aux États-Unis. C'était un championnat anglo-saxon uniquement. Apparemment vous êtes très à l'aise devant la caméra. On a Cyril qui est là avec nous. Bonjour. Donc c'est le 3e larron si j'ai bien compris. Exactement, ouais. On fait l'émission tous les trois, donc essentiellement avec Nico et Cédric. Et donc voilà, je suis content d'être avec vous là pour parler de ça. C'est né comment? L'idée est née comment en fait? C'est né surtout de l'ambition de Nico qui a beaucoup d'idées. et du coup, c'est un projet qui nous plaisait bien parce que on aime bien dynamiser l'image de la concession et faire des choses ensemble. Donc là, c'est l'occasion de faire encore une chose supplémentaire tous ensemble. Donc c'est cool, c'est intéressant et puis c'est drôle à faire quoi. Ouais, le but c'est déjà on se fait vraiment plaisir à le faire. C'est un bon moment entre nous, un bon moment entre potes. C'est vrai qu'on n'a aucune ambition autre que passer nous un bon moment et puis transmettre de la bonne humeur aux gens. L'idée c'est un petit pied de nez aussi moi je gère les réseaux de la concession depuis longtemps et en fait plus ça va, plus il faut faire court. Quand on fait des vidéos, quand on fait des textes et tout, plus ça va. Faut que maintenant avec TikTok, faut que ce soit pas plus de 10 secondes. Enfin, ça devient insupportable parce qu'on peut plus passer de messages. C'est le prochain format de notre émission, 1 minute pas plus. Non mais c'est très bien, On aime aussi. Non mais du coup, c'est prendre le temps. C'est un petit pied de nez à tout ça. C'est prendre le temps de passer de l'info, de passer un moment avec nos clients, qui sont pas toutes les semaines à la concession, donc qui savent pas exactement tout ce qui se passe. Et puis aussi d'aborder tous les sujets qu'on aime, de présenter les gens qu'on apprécie, avec qui on travaille. Et donc voilà, prendre un moment entre nous pour partager notre passion avec nos clients. La marque vous a laissé un peu de liberté là-dessus, elle revient pas vous corriger? Ouais, on essaie d'être un peu autonome au niveau des marques et on n'y arrive pas trop mal. Il nous laisse une tonalité qui est assez libre. Ouais. Et puis aussi la volonté du coup de le faire par le biais de les pneus dans le plat, en ayant créé une page spécifique de manière à ne pas interférer justement avec la communication de chaque marque. C'est ce que j'allais dire, vous avez pris vraiment votre autonomie. C'est un truc à part. Vous avez des retours de quel genre? Alors énormément de bons retours. Tant mieux. Non, très sincèrement, ça fait plaisir. Puis c'est gratifiant parce que on se dit tiens, on a lancé un projet et donc ça accroche. Les gens sont contents, ils sont friands, ils sont demandeurs. Beaucoup de surprises aussi parce qu'on a de plus en plus de personnes qui passent la porte de la concession. Et quand on va les voir, on dit bon voilà, on peut vous aider ou quoi, et ils nous font en fait on a vu vos podcasts. On n'est pas là, mais pas encore, non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont vu le podcast, donc ils se disent si on passe à Limoges, on s'arrête à Limoges parce que ils ont l'air sympas. Et donc en fait ça fait encore grâce à vous les gens s'arrêtent à Limoges. C'est quand même il y avait la gare et maintenant il y a notre concession qui est la principale attraction de la ville, c'est sûr. C'est super. Ouais, franchement c'est top. Et puis pour revenir aussi sur le fait donc ce que tu disais tout à l'heure, de prendre un peu le temps, il y a aussi que quand tu es dans une journée de business tu prends le temps de parler avec les gens, mais il y a des sujets sur lesquels tu n'as pas le temps
T'as pas le temps de les développer, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais. Donc tu fais un raccourci, et là c'est cool de vraiment avoir le temps de parler à tous et de leur expliquer voilà, ce qu'on fait, ce qu'on aime, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et la question est, qui a eu l'idée du titre? C'est un bon brainstorming entre nous. Autour d'une bonne bière, en général, ça aide à réfléchir sur ce genre de choses. Je sais pas, je connais pas. Avec modération, bien sûr. Et ça ouvre les chakras. Voilà. Vous l'avez déposé, j'espère, le titre. Même pas déposé, non. On surveille. Ah bon, dès demain, vous trouverez sur le site sans concession des t-shirts, les pneus dans le plat. Écoutez, merci en tout cas. Merci à toi. Merci, c'est un plaisir. Eh ben, c'est une manière sympa de communiquer, c'est très original. D'ailleurs, je pense que vous bougez beaucoup sur cette concession. Vous avez des choses que vous avez fêtées il n'y a pas longtemps. Ouais, on a fêté cette semaine, donc on est ouvert depuis 5 mois, et cette semaine on a fêté le 100e bon de commande signé. Donc on est ravis, la marque nous porte, la marque nous pousse, et ça marche, donc tous les feux sont ouverts, la com, les clients sont là, l'équipe est au top, le local on est super bien. On a même un snack sur le parking qui permet de venir boire un coup, Parfait. Manger un petit burger pour ceux qui passent dans les coins. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer et venez essayer des motos chez nous, ce sera avec grand plaisir. Eh ben, merci pour l'accueil en tout cas, Nicolas, Stéphane. Merci à vous, merci d'être venu, ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir. Eh ben, merci, c'était un accueil vraiment chaleureux. On a hâte que la concession prenne son envol. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode.